ne peut pas tout faire par Zoom. Ça peut nous aider pour l'enseignement, mais c'est pas toute la journée en Zoom, c'est pas possible. Yitzhak Greenwald, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes inspecteur général d'éducation nationale dans le sud du pays. Avec vous, je voudrais que nous parlions de cette possible rentrée des classes progressives qui va commencer à partir de la semaine prochaine dans les petites classes. On va parler des classes, alors ce sont les classes maternelles, mais ça sera bien plus lointain pour les classes du primaire et encore plus lointain pour le secondaire. Je voudrais vraiment essayer de comprendre comment on peut gérer une telle année scolaire. On s'est parlé au début de l'année, le 1er septembre, on avait déjà le sentiment que ça n'allait pas être facile. Là, comment vous arrivez à travailler dans ce genre de conditions? Non, c'est pas évident. Il y a le problème de l'instruction de manière générale. Il y a le problème aussi de savoir comment vont les enfants eux-mêmes, de leur épanouissement, de savoir au niveau psychologique ou psychique comment ils se portent. Je pense que ces deux aspects-là préoccupent beaucoup le ministère et les directeurs d'école et les enseignants. Et je pense qu'on est plus préparé cette période-là de confinement que la période au moment de Pessah l'année dernière, mais il n'empêche que c'est certain que rien ne peut remplacer la relation directe, le rapport, l'enseignement en classe et toute l'atmosphère qui se crée lorsque le professeur peut rencontrer ses élèves le matin. C'est certain que ce n'est pas une situation idéale. Alors, il y a plusieurs débats, Yitzhak, autour de la relance du système éducatif après le second confinement. Et il y a des débats et j'aimerais bien avoir votre appréciation sur, par exemple, la question de savoir est-ce que on peut dire que l'enseignement par Zoom affecte les enfants, ou alors finalement c'est un risque, c'est-à-dire il faut effectivement préserver, on va dire, ne pas refaire sortir les enfants vers les classes, vers les établissements scolaires pour préserver, on va dire, le reste de la population. Comment on trouve le juste équilibre entre ces deux impératifs? La vérité, c'est que personne ne sait dans quelle mesure les enfants sont capables de contaminer d'autres personnes. On ne sait pas. Il semblerait que les enfants, au contraire, aient moins de risques de contaminer les adultes. Mais c'est vrai que à partir du 1er septembre, lorsque les écoles ont fonctionné plus ou moins normalement, en tout cas je parle du primaire, on s'est retrouvé face à des situations très complexes dans les écoles. J'avais certaines écoles où il y avait plus de 30 ou 40 élèves qui étaient atteints du corona, même s'ils se sentaient bien. Il faut savoir qu'ils n'avaient aucun symptôme, mais ils étaient quand même malades du corona et ça a créé des problèmes assez majeurs pour nous pour gérer la crise de manière générale. Je parle des villes qui étaient considérées comme des villes rouges, comme Netivot, etc. Pour nous, c'était pour les directeurs d'école et pour tout le monde, c'était une situation qui était très difficile à gérer, ça c'est d'une part. Dans l'enseignement à distance par Zoom, là aussi je pense qu'on a fait beaucoup de progrès. De manière générale, on demande à ce que, si vous voulez, moi en tout cas, ce que je fais avec mes directeurs d'école, je demande que le Zoom ne soit pas des cours. On ne peut pas finalement faire ce qu'on faisait en classe, de le faire en Zoom, c'est pas possible. On ne peut pas rester devant un écran informatique pendant toute une matinée ou toute une journée. Et donc, on demande en fait, c'est que, par exemple, on commence un journée avec 10 minutes de Zoom où l'enseignant rencontre les élèves, se rend compte que tout va bien, qu'ils sont réveillés, qu'ils ont fait la tfila, qu'ils se sont habillés parfois aussi. Et donc, ils sont prêts et leur donne pour mission de travailler dans tel et tel livre, de lire telle et telle chose. Et leur dit, voilà, écoutez, maintenant vous allez faire ça, je vous retrouve d'ici 1 heure et demie, vous me dites ce qu'il en est. Certaines choses se font par téléphone, certaines choses se font par groupe. On a compris, on peut aussi faire partager les enfants avec certains films qui vont traiter du sujet qui est enseigné aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a compris aujourd'hui que le Zoom, on ne peut pas tout faire par Zoom. C'est une partie ça peut nous aider pour l'enseignement, mais c'est pas toute la journée en Zoom, c'est pas possible. Est-ce que ce mode d'enseignement est plus, on va dire, plus difficile, plus astreignant pour les enseignants que celui d'être en classe face aux élèves?
Ah, je pense que oui, de manière très claire. Je pense que pour ce qu'on appelle la mechanechet, le professeur principal, je pense que c'était extrêmement difficile comme période, où il faut qu'il soit de 8 heures du matin à 2 heures ou 3 heures de l'après-midi en contact avec les élèves. C'est difficile, c'est astreignant, c'est fatigant et personne n'est capable de dire encore aujourd'hui exactement quel est l'impact. On ne sait pas, pour être sincère, pour savoir, il y a énormément d'efforts qui sont fournis, et souvent par les élèves aussi, pas seulement par les enseignants, mais on est incapable de dire véritablement quel est le niveau. Par exemple, on sait que les enfants en cours préparatoire, dans quelle mesure on est capable vraiment de leur transmettre tout ce qui concerne l'apprentissage à la lecture et à l'écriture, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai des enseignants qui demandent aux élèves d'enregistrer par téléphone les cours et après ils envoient les enregistrements aux enseignants. L'enseignant écoute, il fait des remarques, il appelle pour dire comment ça a été, etc. Sans parler du fait, mais ça vous le savez aussi bien que moi et les auditeurs aussi, que les parents sont aussi mêlés. Sollicité. Et aussi une autre chose, aussi une autre dimension aussi, c'est que les enseignants disent que tout à coup, ils se retrouvent à donner, à enseigner, il y a parfois toute la famille qui écoute. Puisque aujourd'hui, ce n'est pas l'élève qui est en classe, mais c'est le La famille professeur. qui participe. Voilà, et tout le monde participe. Et ça aussi, ça peut créer parfois certains problèmes, ou en tout cas mettre sous pression certains enseignants. Est-ce que dans le corps enseignant, on estime qu'il faut au plus vite rouvrir les établissements scolaires, quitte à ce qu'il y ait un danger de contamination, ou alors on comprend que à la suite de la sortie de la première vague, on va dire la réouverture des établissements scolaires avait été un des facteurs qui avait accéléré la contamination. Est-ce qu'on comprend que finalement cette rentrée, on va dire dans les classes du secondaire en particulier, elle va être bien tardive ? J'ai l'impression que la rentrée pour le secondaire, c'est pas demain la veille. Et effectivement, l'enseignement à distance est plus facile disons qu'à partir du secondaire, c'est plus facile. Il y a aussi le fait aussi qu'une des préoccupations du gouvernement, c'est de permettre aux parents d'aller retourner au travail pour remettre l'économie en marche. Donc, je pense que ça va prendre encore quelques temps pour amener sur le plan des écoles les écoliers, mais c'est certain que pour eux aussi, il y a tout le côté aussi social. Le côté social aussi, il y a certains, on sait que des élèves qui ne rencontrent pas d'autres enfants depuis plusieurs mois déjà, en tout cas pendant cette période-là maintenant de confinement et la période d'avant le confinement aussi, ça crée des problèmes. Et il faut prendre aussi cette question en considération. Je lisais un éditorial dans la presse israélienne qui parlait d'une année perdue sur le plan de l'éducation nationale. Vous pensez que c'est effectivement ce qui risque de se passer pour cette année 5781 ? Non, je ne pense pas que c'est... D'abord, on ne sait pas ce qui va se passer véritablement d'ici 2 semaines ou 3 semaines. J'ai vu ce matin aussi qu'en France, maintenant, dans 7 villes en France... on se reconfine. Oui, ils se reconfinent en tout cas pour les nuits. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. J'espère qu'il n'y aura pas une troisième vague. Si ça y est, si c'est terminé cette fois-ci véritablement, et donc je pense que d'abord les élèves retourneront en classe, mais il y a un travail qui est fait. Il y a ils ne sont pas en vacances, les élèves. Les élèves travaillent sérieusement. Compter que les profs travaillent aussi très sérieusement. Mais encore une fois, on n'est pas en mesure véritablement de mesurer, de savoir qu'est-ce qui est transmis, quel est le niveau. Moi, j'aurais été intéressé à faire une sorte d'examen pour savoir. C'est ça, justement, je voulais vous poser la question. Est-ce qu'il y a des examens? Est-ce qu'il y a des interrogations écrites? Comment on fait quand on est en Zoom? Comment on peut vérifier le degré d'étude et de connaissance des élèves? Non, en tout cas, dans le primaire, de manière très claire, il n'y a pas d'examen. Il faut prendre aussi en considération que il y a certains élèves qui vivent ce confinement de manière très difficile parce qu'ils sont dans des petits appartements. Ouais. Parfois, les parents eux-mêmes ont perdu leur travail. Donc, ça doit créer aussi une tension à la maison. Il y a un effort très important qui a été fait aussi bien par le ministère que par
que par les municipalités pour donner le maximum d'ordinateurs aux élèves déficients, mais on n'est pas à 100% des résultats. Donc, donc on sait qu'il y a certains élèves qui vivent ça de manière pénible, tous ces confinements. Donc, on ne va pas en plus leur ajouter en plus des examens pour leur faire pression. Mais à partir du moment où les classes préparatoires, les kitotes Aleph, Bet reviendront à l'école, c'est certain qu'on fera, sans leur donner de notes, parce qu'on ne donne pas de notes généralement à cet âge-là, mais d'essayer de voir où on en est, surtout en ce qui concerne l'apprentissage de la lecture et de la lecture et de l'écriture. Et après, pour les Kiton Gimel Dalet, on va voir où nous en sommes au niveau de l'enseignement des mathématiques et de l'anglais, mais ce sera, si vous voulez, des examens beaucoup plus, si vous voulez, pour les enseignants, pour l'école, pas pour donner une note, mais pour savoir où se trouve le niveau des élèves. Je voudrais vous poser une question qui peut-être nous sort un peu du cadre de votre fonction d'inspecteur général. Elle est liée au public Haredi. On le voit même dans les dernières heures. Il semble que du côté du monde Haredi, on veut absolument revenir dans les yeshivot, dans les établissements, dans les instituts talmudiques, dans l'ensemble et dans les Talmudé Torah, reprendre le rythme de vie normal. Est-ce que vous comprenez un peu que le monde orthodoxe aujourd'hui ait énormément de mal à s'habituer à ces changements imposés par le virus, et que finalement ça risque de totalement bouleverser la vie d'une telle communauté? Comment à votre avis on doit se placer par rapport à cela, à votre avis, par rapport au niveau de l'importance que l'on accorde à l'éducation? On a le sentiment quelque part qu'on va dire que dans le monde orthodoxe, eh bien, le facteur éducatif est extrêmement puissant. Il est encore plus puissant que dans le reste de la population, et que cela oblige, on va dire d'une certaine manière, les dirigeants du monde orthodoxe à exiger ce retour dans les yeshivot, dans les Talmudé Torah. Il faut bien comprendre que dans le monde Haredi, à part l'étude, il n'y a pas autre chose. C'est ça. On va pas à la piscine, on ne va pas au théâtre, il n'y a pas de télévision. Et prendre en considération aussi que souvent on vit dans des conditions très restreintes. Regardez les tout petits appartements qu'il y a à Mea Shearim ou parfois même à Bnei Brak. Et en fait, toute la société harédite vit autour du fait que à partir d'un certain âge, les enfants vivent à l'extérieur, vivent dans ces yeshivot, vivent dans ces institutions talmudiques. Et donc, c'est certain que c'est une véritable crise dans le monde harédi. Et je peux comprendre aussi. À part ça, il y a une véritable volonté, motivation de retourner vers l'étude, parce que l'enseignement du Kodesh, l'enseignement des matières juives est pour eux vraiment capital. Et j'espère, par contre, que ça va se faire de manière intelligente, de manière réfléchie, parce que finalement, ils mettent en danger tout d'abord leur propre population. On est à peu près 20% de Haredim dans la société israélienne. Et j'espère que ça va se faire de manière intelligente. Eh bien, Yitzhak Greenwald, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, bonne santé à tout le monde. Bonne santé à tout le monde, à bientôt.